Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette introduction vibrante, détaillée, technique. Je pense que vous avez bien placé les débats. Je vais donc, devant vous, me livrer à un exercice un peu compliqué, de prendre le relais et d'essayer de vous montrer ce qu'on peut analyser sur la question du logement. Alors, en fait, ce que je vais essayer de faire, assez simplement, c'est de vous dégager deux tendances assez lourdes sur la société française, et de ces deux tendances, essayer d'en tirer un petit peu la leçon sur qu'est-ce qui pourrait constituer cette bombe sociale. En fait, cette bombe sociale, c'est la question des inégalités. Et ce que je vais essayer de vous montrer assez simplement, et en même temps, vous allez voir, c'est assez complexe, comment cette bombe sociale, ces inégalités, s'articulent avec la question du logement. Et donc, toutes les questions de politique qui ont été évoquées, c'est pas simplement des questions de politique au sens politique du logement qui concerneraient un ministre du logement ou un autre, mais c'est des questions qui sont vraiment des questions qui vont toucher profondément à la constitution de la société. Alors en fait, c'est pas simplement savoir quelle société on va construire, c'est aussi comprendre quelle société on est en train de construire, avec tous les travers qu'elle peut avoir. Alors, la première tendance, c'est, bon, on le sait tous, les prix augmentent. Encore aujourd'hui, sur les Échos, on lit les prix vont-ils continuer à monter, les prix ont atteint des plafonds, ils sont à des niveaux jamais observés. Alors, c'est vrai, ça, tout le monde le sait. Ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'en fait, les prix augmentent, mais ils augmentent à Paris et ils baissent ailleurs. Alors là, je vous ai fait un graphique où j'ai mis les prix en termes réels, donc c'est en enlevant l'inflation. C'est assez frappant, en fait. Effectivement, à Paris, les prix augmentent. Alors, vous voyez, quand on commence à 1 en 1997, on est aujourd'hui à Paris à plus de 3 fois et demi la valeur de 97. C'est considérable, hein. C'est des plus-values qui sont fantastiques. Alors, certains ont peut-être en mémoire, en 97, c'était un point bas. Ce qui s'est passé après 97, où il y a eu une augmentation des prix assez forte, jusqu'au début des années 2000. Mais en fait, si vous regardez bien le graphique, ok, il y a cette augmentation jusqu'au début des années 2000, mais ensuite, il y en a eu une deuxième. Et cette deuxième augmentation, elle s'est produite pendant la crise. En fait, les prix à Paris, ils ont un profil tout à fait étonnant. C'est-à-dire, évidemment, quand la crise de 2008 s'est déclenchée, les prix ont légèrement baissé. Quand la crise des dettes souveraines était à son plus fort, les prix ont légèrement baissé. Mais vous voyez qu'au total, sur la période, les prix ont continué d'augmenter. Alors, c'est vrai à Paris, c'est vrai à Lyon, et Lyon est une des quelques villes en France qui affiche ce profil. C'est peut-être vrai à Bordeaux, mais dans une moindre mesure. C'est vrai à Paris, en fait, quand on parle de Paris, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Donc, est-ce qu'on parle de Paris intramuros ou est-ce qu'on parle de l'aire urbaine de Paris? Donc là, quand je dis c'est vrai à Paris, c'est Paris intramuros. Si on regarde la petite couronne, bah, c'est déjà beaucoup moins vrai. C'est pas une catastrophe, la petite couronne, en matière d'évolution des prix, mais c'est quand même beaucoup moins dynamique que Paris. Et puis si on regarde la grande couronne ou le reste de la France, les agglomérations de plus de 10 000 habitants hors Paris, ça inclut beaucoup d'agglomérations, bah là, les prix ont baissé depuis le début de la crise de 2008. En fait, en termes réels, le niveau des prix dans le reste de la France, dans les centres urbains, dans les unités urbaines du reste de la France, les prix sont, en termes réels, au niveau de 2006. Derrière ces évolutions, il y a beaucoup de choses qui changent la vie des gens. Alors, d'abord, ça veut dire qu'accéder à la propriété hors Paris, compte tenu d'un niveau de taux d'intérêt qui sont très bas, en fait, c'est assez facile. Alors, l'évolution des revenus n'a pas été très dynamique, et puis la répartition géographique des revenus n'est pas non plus tout à fait homogène. Donc, la dimension revenu joue, mais se loger en dehors de Paris ou en dehors de Lyon n'est pas si difficile. Alors, par contre, une chose qui est très importante, c'est que ceux qui ont acheté au cours des 10 dernières années, des 15 dernières années, hors Paris, bah, globalement, ils ont fait des mauvaises affaires. Ils espéraient des gains en capital, ils espéraient se constituer un patrimoine, ils se sont endettés, et le résultat de ça, c'est que, certes, ils ont pu renégocier leur taux, mais aujourd'hui, leur patrimoine, il n'est pas valorisé.
Donc, alors, en revanche, au contraire, à Paris, tous ceux qui ont pu rentrer dans ce jeu de l'immobilier peuvent aujourd'hui constituer des patrimoines rapidement et assez importants grâce à l'immobilier. Alors, sur les prix, le deuxième élément qui correspond à cette tendance, c'est de vous montrer cette carte. Cette carte représente les prix dans l'aire urbaine de Paris. Donc là, je vais me concentrer sur l'aire urbaine de Paris. Et de vous montrer, alors bon, on connaît tous ce phénomène, il y a une répartition concentrique des prix à Paris, c'est très cher vers le centre, c'est moins cher à la périphérie. Vous pouvez voir que c'est pas simplement, alors il y a le centre de Paris, ici la rive gauche, la rive droite est assez marquée aussi, ici l'ouest parisien et Neuilly. Ça déborde un petit peu de Paris intramuros, vous voyez, donc les couleurs s'estompent ici sur les côtés, et puis plus on s'éloigne dans l'aire urbaine, plus les couleurs deviennent bleues, ce qui signifie des prix qui sont bas. Bon, c'est vraiment un schéma assez habituel et assez classique, on voit ça dans à peu près toutes les villes du monde, les grandes villes en tout cas, où les prix sont élevés au centre, où il y a une contrainte de foncier, tout le monde veut habiter au centre, il y a une concentration des emplois, et puis donc des prix qui sont élevés. Alors, Paris a quand même une caractéristique assez intéressante, c'est quand on regarde le gradient de prix, c'est-à-dire le ratio entre les prix ici et les prix à la périphérie de l'aire urbaine. Quand je parle de l'aire urbaine, c'est vraiment la continuité du bâti, c'est pas la campagne, c'est vraiment la périphérie de l'aire urbaine. Le gradient aujourd'hui, dans l'aire urbaine de Paris, il est de 1 à 8. Et Paris se caractérise comme une des villes ayant un des gradients les plus élevés au monde. À Lyon, le gradient, il est de 1 à 3, entre l'hypercentre et la périphérie. Et donc là, on a un phénomène, un premier phénomène qui est quand même tout à fait percutant. En fait, c'est le pendant du graphique que je viens de montrer. Pour que ça se produise, il a fallu que les prix à Paris, au centre de Paris, augmentent considérablement alors qu'ils stagnaient dans le reste à la fois de la France et aussi de l'aire urbaine. Alors, je vais terminer avec la tendance sur les prix. Ce sont les évolutions de prix sur l'aire urbaine de Paris, sur la même maille géographique. Et j'ai mis en rouge là où les prix augmentaient, j'ai mis en bleu là où les prix diminuaient, et ce qui est la couleur centrale, le blanc, c'est là où les prix augmentent comme la moyenne de l'aire urbaine. Voilà. Donc ça permet de classer d'un côté ce qui augmente plus vite ou moins vite que la moyenne. Ce qu'on voit, alors c'est moins net que la répartition des prix, mais en gros, on voit que les prix augmentent là où ils sont élevés. Donc c'est ce que confirme le petit graphique qui est à côté, et qui met en rapport le niveau des prix à leur évolution. Ça, c'est caractéristique d'une évolution divergente. Oui, c'est là où les prix sont les plus élevés qu'ils augmentent le plus vite. Alors, encore une fois, ça n'est que la répétition du graphique que je vous ai montré auparavant. Mais si on met ces éléments tous ensemble, le centre est très dynamique, des gains en capital et donc des patrimoines qui se constituent. La périphérie, elle, voit des prix qui ont plutôt tendance à baisser. Le gradient est à la fois élevé et il a plutôt tendance à se creuser. Les prix sont dynamiques là où ils sont élevés. Vous avez un premier ensemble de faits, une première tendance qui se dégage autour de l'évolution à la fois des patrimoines et à la fois de la question des prix. Alors, la deuxième tendance, et évidemment qui va avoir un rapport, c'est de regarder comment évolue la répartition de la population. Comment se constitue et comment évolue la ségrégation spatiale. Alors, j'utilise ici un concept qui n'est pas tout à fait habituel, mais vous allez le comprendre assez facilement. J'ai appelé ça le taux d'aisance. Alors, le taux d'aisance, ça se veut le symétrique du taux de pauvreté. Donc, quand on prend le taux de pauvreté, on regarde la part des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, et on va dire dans ce quartier, il y a un taux de pauvreté qui est égal à 15% ou à 20%, sachant que le taux de pauvreté moyen, il est autour de 12% pour la France. Le taux d'aisance, ça consiste à regarder quelle est la part des gens qui sont dans le dernier décile. En moyenne, sur le territoire, il y a 10% des gens qui sont dans le dernier décile. Et là, je vais regarder, dans l'aire urbaine, quel est le pourcentage de gens qui sont dans le dernier décile de la distribution de revenus de l'ensemble du pays, à tel ou tel endroit. Et donc, on voit ici en rouge donc les endroits où le taux d'aisance est élevé,
et en bleu l'endroit où ils sont faibles. On voit aussi quelque chose qu'on connaît, qui est assez vieux, aussi vieux que les villes. L'ouest est plus riche que l'est, le sud est plus riche que le nord, le centre est plus riche que la périphérie. Et quand vous combinez ces différents éléments, vous retrouvez cette carte. Donc cette carte en soi, elle n'est pas très frappante, en tout cas au premier abord. C'est un phénomène qui a presque toujours existé à Paris. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder les échelles. Ici, les zones qui sont en rouge, c'est des zones qui atteignent des taux d'aisance de plus de 60%. C'est des zones dans lesquelles plus de 60% de la population fait partie du dernier décile de la distribution des revenus. À l'opposé, il y a des zones ici, dans le nord de Paris, dans lesquelles le taux d'aisance, il flirte avec 0. Des endroits dans lesquels il n'y a plus personne du dernier décile de la distribution qui habite dans ces endroits-là. Dans ces endroits-là, le taux de pauvreté, il peut dépasser 50%. Plus de 50% de la population est en dessous du seuil de pauvreté. Plus personne du dernier décile n'habite là. Si on regarde maintenant l'évolution de ce taux d'aisance, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il ne bouge plus trop aux endroits où il est très élevé. Et par contre, il y a une tendance à son développement. Alors ici, c'est de 2001 à 2014. Il y a une tendance à son développement qui grignote en quelque sorte, en suivant toujours cette polarisation ouest par rapport à sud, centre par rapport à périphérie, sud par rapport à nord, et qui a tendance à se développer en allant un petit peu vers l'est, un petit peu vers la périphérie, et un petit peu le long de la Seine, qui sont différents éléments qui, en fait, s'expliquent par à la fois l'agrément, la proximité du centre, et puis cette vieille orientation ouest versus est qui était liée aux pollutions. Ce phénomène-là fait que ce qui s'observe aujourd'hui, donc cette extrême polarisation, ça c'est des images qu'on peut construire à partir de l'année 2014 ou 2015, donc cette extrême polarisation qu'on pouvait observer en 2014 ou 2015, en fait, est en train de faire une tâche et conduit à encore augmenter la polarisation. Donc, il reste des zones de mixité, si vous voulez, dans l'aire urbaine de Paris, qui sont à l'interface entre ces endroits où il y a les plus riches et ces endroits où il y a les plus pauvres. Mais ces zones de mixité ont tendance à s'éloigner et très probablement à se réduire. Alors quand vous combinez ça avec l'évolution des prix, vous avez une mécanique là derrière qui est tout à fait claire. Les prix augmentent et le taux d'aisance augmente, les pauvres sont chassés et la ville se structure dans une extrême polarisation en termes de classe sociale. Ça, c'est pas des évolutions, c'est pas des évolutions conjoncturelles, c'est pas des évolutions nouvelles, c'est des évolutions qui se propagent et durent dans la formation de la société. En fait, tous les éléments que je vous montre, si je vous ai montré la période 2001-2014, c'est parce que c'est la période sur laquelle on a des données. Si on avait des données de 1990 à 2018, très probablement on verrait la même chose. Il n'y a aucune raison de penser que, par exemple, ce phénomène, il s'interrompt dans la période récente. Il n'y a aucune raison de penser qu'il a commencé qu'en 2001. Donc, savoir ce qui se passe, c'est extrêmement important. Et quand on peut savoir ce qui se passe, on s'aperçoit de ces phénomènes qui sont massifs. Alors, ça a des conséquences qui sont assez fortes sur les recettes fiscales. Là où sont les riches, les recettes fiscales sont plus fortes, plus élevées, la base fiscale est plus grande, et avec des taux d'imposition plus faibles, on arrive à avoir plus de recettes fiscales locales pour financer les activités locales. Dans les endroits où la paupérisation s'installe, donc soit le nord de Paris, soit la périphérie, là on se retrouve dans des endroits où on est étranglé fiscalement, avec des besoins et de moins en moins de moyens. Il y a des conséquences sur la qualité des écoles, il y a des conséquences sur la perception du voisinage, il y a des conséquences sur les politiques locales. On arrive à des stades où les politiques locales, délibérément et ouvertement, visent à renforcer cette ségrégation. Et la loi SRU est caractéristique de ces oppositions. Certains, très cyniquement, sont capables de dire « mais en fait, je préfère payer les amendes plutôt que de respecter les plafonds ou les seuils de logement social ». Ça structure
la société, un point qui est quand même important, c'est de comprendre les évolutions de prix que je vous ai montrées, et donc les inégalités de patrimoine que cela constitue. C'est un petit peu compliqué à évaluer, mais les ordres de grandeur sont considérables. Considérables, c'est à l'échelle du patrimoine français, ces évolutions de prix, c'est de l'ordre de 7 000 milliards d'euros. Ces 7 000 milliards d'euros, on a un peu de mal à les répartir entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent, mais très probablement, c'est l'ampleur des inégalités de patrimoine qui se sont constituées depuis une vingtaine d'années et qui se rajoutent en quelque sorte à ces inégalités territoriales. C'est pas simplement les riches sont entre eux, c'est en plus, derrière, il y a des inégalités de patrimoine. Alors, l'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que ces évolutions sont pratiquement invisibles. Dans notre vie de tous les jours, notre quartier, on le voit tel qu'il est. On n'a aucune idée de ce qui se passe dans le quartier d'à côté, que ce soit, je ne sais pas, quand on habite quelque part par là, d'imaginer ce que ça veut dire ces quartiers-là, ou d'imaginer ce que ça veut dire ces quartiers-là. Pourtant, ils sont distants de quelques kilomètres. Peut-être même on y passe parfois. Mais on ne se rend pas compte de ces évolutions. Alors, on voit bien, les immeubles n'ont pas la même tête dans le 6e ou le 7e arrondissement de Paris et à Saint-Denis. On se doute bien qu'il y a des évolutions qui sont différentes. Monsieur le ministre évoquait la question des marchands de sommeil. On en trouve assez peu dans le 16e arrondissement. Et on en trouve plutôt dans le nord de Paris. Donc, ok. Mais c'est difficile de voir et de comprendre ces mutations de la société. Et là, encore une fois, les informations, les données qu'on peut avoir sont essentielles. Et c'est quand même presque dommage qu'on ne puisse pas avoir des données sur des dimensions temporelles plus larges. Alors, je vais passer très vite sur les loyers. Quand on regarde les loyers, en gros, sur le plan macro, les loyers, il n'y a pas grand-chose à dire, ils évoluent comme les revenus. Alors, en fait, ça cache quand même quelque chose, qui est que ceux qui sont locataires ne sont pas les personnes moyennes et ont tendance à avoir un revenu qui est plus faible. Alors, il y a un petit tableau là, qu'on a construit avec Pierre Madec, qui est assez édifiant. Il vous calcule par unité de consommation pour payer 1 mètre carré à Paris. Donc en gros, par unité de consommation, il faut une vingtaine de mètres carrés. Quel est le pourcentage du revenu qu'on doit consacrer pour payer 1 mètre carré de loyer? Quand on est dans le premier décile, c'est pratiquement 3% de son revenu pour 1 mètre carré. Donc si vous voulez 20 mètres carrés par unité de consommation, vous voyez, 20 mètres carrés par unité de consommation, ça veut dire pour une mère isolée avec un enfant, c'est 1,5 unités de consommation, ça veut dire un appartement de 30 mètres carrés. C'est pas le luxe. Hein. Dans le premier décile, un appartement de 30 mètres carrés, il faut y consacrer 60% de son revenu. Voilà. Là, il y a un petit problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça? Bon, il y a beaucoup de ministres dans la salle, un seul ministre, les anciens ministres. C'est un sujet dans lequel il y a énormément de leviers politiques et il y a énormément de choses à faire. Alors, je voudrais quand même juste donner quelques éléments un petit peu de cadrage et assez simples, parce que dans le détail des mesures, parfois on peut un peu se perdre et on peut perdre de vue ce qu'il est important de faire. Alors, premièrement, il y a la question, Julien de Normandie en a parlé, la question du logement social et du logement intermédiaire. Je crois que ça, c'est essentiel. C'est essentiel de bien comprendre aussi un mécanisme qui est très important en France. Tout le monde n'accède pas au crédit en France. Donc il y a des gens qui sont condamnés à la location. Les gens qui sont condamnés à la location, soit ils peuvent accéder au logement social quand il y en a, quand il est suffisamment fluide et quand ils sont dans les bons plafonds de ressources, mais il y a aussi besoin d'avoir un marché locatif actif qui n'est pas celui du logement social. On peut l'appeler logement intermédiaire, on peut l'appeler locatif privé, mais il faut que ce marché, il existe et il soit à un prix qui soit abordable par la classe moyenne. Abordable par la classe moyenne, ça peut vouloir dire qu'on va l'aider, ça peut vouloir dire aussi qu'on va faire en sorte qu'il y ait suffisamment de quantité sur ce marché pour que les prix baissent suffisamment. La loi de l'offre et de la demande, ça marche aussi pour le locatif. Bon, il faut ça. Il faut ça parce qu'il nous faut la mixité sociale, il nous faut l'égalité des chances, il nous faut la cohésion. Bon, je ne me suis pas coordonné avec le ministre, mais il l'a dit presque dans ces termes. Donc je pense que là-dessus, on est tout à fait d'accord. En fait, les phénomènes que je vous ai montrés, c'est des phénomènes qui détruisent la cohésion sociale et qui nient l'égalité des chances. Il y a un moment où ça va se voir et où les gens vont s'en rendre compte. Et ça ne sera pas un mauvais moment à passer. Donc,
C'est notre responsabilité à tous de prendre à bras-le-corps ces questions-là et d'y trouver des solutions. Et la mixité est un objectif, en fait. Voilà. Bon, il y a des questions aussi d'emploi et de transport. Même là où il n'y a que des gens très qualifiés, il y a besoin de gens qui ne sont pas qualifiés. Alors on peut construire une société avec des esclaves qui occupent nos emplois peu qualifiés et qui en plus ont des heures et des heures de transport pour aller à leur travail. Mais là, encore une fois, je pense que personne ne peut décemment souhaiter ce genre de vie. Toujours pour insister, les grandes agglomérations sont en défaut majeur sur ces questions. Alors il faudrait construire, affecter du logement social, il faudrait ne plus oublier le marché locatif privé. Il faut penser aussi au logement étudiant. Ça peut être un moyen de desserrer le logement locatif privé d'ailleurs. Les étudiants ont des besoins de logement très particuliers. Il y a beaucoup d'étudiants dans les unités urbaines assez denses, en particulier à Paris. Loger les étudiants d'une certaine façon, ça peut permettre de débloquer beaucoup de choses en cascade dans le logement social, dans le parc locatif privé. Il faut vraiment avoir en tête et des méthodes pour lutter contre la hausse des prix et l'accentuation du gradient de prix. Donc, ça passe par la construction, par la densification. Bon, la densification, c'est pas possible dans le centre de Paris, c'est possible à la périphérie, dans la petite couronne. Il y a beaucoup de marge de densification. Après, on peut aussi dire qu'il faut déplacer les emplois. C'est-à-dire, enfin, il y a une chose qui est encore plus concentrée que la population à Paris, c'est les emplois. On pourrait construire un deuxième La Défense à l'est de Paris. Ça pourrait changer les choses. On pourrait se dire, Paris est saturé aujourd'hui, il nous faut une deuxième grande ville en France, peut-être ça peut être Lyon. Bon, il se trouve que Lyon, c'est celle dans laquelle les prix augmentent aussi très très vite. Donc il faudrait peut-être en trouver une troisième, mais ok, je veux dire, innover, c'est ça aussi. C'est aussi accepter des approches assez radicales sur ces questions de densification et de déplacement des emplois et des centres urbains. Alors, tout ça, c'est des choses assez connues. Moi, je voudrais insister sur un point qui est la question de la structure locale, à la fois de la fiscalité et de la gouvernance. Bon, Julien de Normandie a présenté un point de vue un peu centralisateur, et c'est assez logique en étant ministre en charge du logement et de ces sujets-là. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la structure de gouvernance et la fiscalité conduisent à des incitations qui sont totalement perverses en matière de conduite des politiques d'urbanisation et de construction. Alors, c'est quoi ces incitations perverses ? Bon, d'abord, si vous prenez l'unité urbaine de Paris, qui est un peu un cas particulier en France, mais qui est quand même un cas particulier important, il n'y a pas d'alignement aujourd'hui entre les niveaux de décision des politiques et le niveau, en gros, d'opération de ces politiques. On décide des transports en commun au niveau régional, on décide des schémas de transport privés, donc généraux, au niveau local, au niveau de la commune. Donc il n'y a pas de mise en cohérence du niveau de mise de circulation de transport public avec les voies piétonnes, les voies cyclables, la circulation des automobiles, le parking des automobiles. Donc ça, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Donc là-dessus, il y a un big bang en matière d'organisation à réaliser. Il y a des oppositions farouches là-dedans. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais si on veut un jour que l'aire urbaine de Paris sorte de ces contradictions, il faut sortir de ces dimensions-là. Mais ça encore, c'est presque que la partie visible de la chose. Quand un maire d'une commune décide de construire, les recettes fiscales, donc il met en place des programmes, les recettes fiscales qui sont liées à la mise en vente de ces programmes, donc en particulier la TVA sur le neuf, ne lui reviennent pas. Elles vont à l'État central. Résultat, quand un maire construit, alors ça lui coûte rien de construire, hein. Il donne des autorisations, il vend des terrains, ou il se débrouille pour qu'il y ait des opérations foncières qui sont réalisées, mais ça va quand même lui coûter un petit peu parce qu'il va y avoir des nouvelles populations, il va falloir construire des écoles, il va falloir assurer la sécurité, il va falloir fournir des services publics à ces écoles, à ces nouveaux arrivants qui ont des besoins particuliers, et s'il veut être réélu, il faut qu'il réponde à ces demandes. Le problème, c'est qu'il n'a pas de moyens pour le faire. Alors, il peut compter sur les flux futurs de taxation locale qui vont lui arriver, mais il a un problème pour financer ses investissements et expliquer à ses administrés qu'il va prendre des risques sur l'évolution de la ville, qu'il va faire changer la population, tout ça parce que c'est bien d'avoir une commune en croissance et que ça va rapporter des recettes fiscales un jour, il risque fort de se retrouver perdant dans l'élection parce qu'il aura changé la vie des gens et qu'ils n'auront pas l'impression que ça a été changé de façon positive. Donc, si on veut que ça change, il faut que
dans les mairies, dans les communes où on construit, il y ait un flux de recettes fiscales qui soit lié et que la TVA sur le neuf soit affectée à ces communes. Si on fait ça, on change les incitations. Si on fait ça, on rompt ce cercle vicieux du repli sur soi. Moi, je veux que ma commune reste exactement la même, celle qu'elle a toujours été, parce que c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que je suis élu, et j'ai pas envie d'accueillir de nouveaux habitants. En fait, voilà, ça ne fait qu'accentuer ce phénomène de ségrégation. Bon, une autre dimension, la fiscalité locale, en particulier ici la taxe foncière, donc ça aussi c'est un travail qu'on avait fait avec Pierre Madec, induit des transferts qui sont ahurissants. En gros, dans l'unité urbaine de Paris, les communes riches payent moins que les communes pauvres. Quand on rapporte à une taxe hypothétique qui serait une taxe strictement proportionnelle aux revenus. Et les transferts ne sont pas négligeables. Donc en fait, ce à quoi ça conduit, c'est que dans l'aire urbaine de Paris, les zones les plus pauvres, celles dans lesquelles le taux d'aisance diminue, et il est faible, sont celles qui en plus contribuent pour financer les équipements communs à l'aire urbaine de Paris, plus que ceux qui sont dans les quartiers aisés. Bon, ça aussi c'est quelque chose d'invisible, mais encore une fois, d'abord c'est parfaitement injuste, et ensuite le jour où ça se verra, ça risque de faire désordre. Dernier point sur la fiscalité, les plus-values immobilières qui sont réalisées et qui sont considérables avec l'augmentation des prix ne sont pas taxées. Donc là aussi, on peut courir après des recettes sur l'impôt sur le revenu ou sur d'autres bases fiscales, mais cette base fiscale qui est constituée par les plus-values immobilières échappe à la taxation. Donc, non seulement l'augmentation des prix conduit à des phénomènes de ségrégation sociale, non seulement il a structuré les villes et il continue de les structurer en tout cas l'aire urbaine de Paris, dans une logique de ségrégation, mais en plus, il constitue un gain qui sera au final peu ou très peu taxé par les ménages qui réaliseront ou ne réaliseront pas ces plus-values et qui viendront voir ces plus-values s'éteindre à leur mort. Ben voilà, j'en ai terminé là, sur ces éléments-là, et sur les évolutions de l'aire urbaine de Paris. Merci beaucoup. Merci. Merci.